Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne pour votre nouveau résumé de Plus belle la vie sur TF1. Aujourd'hui, on vous plonge dans l'épisode 305 de la saison 2. Diffusé ce lundi 7 avril 2025, et croyez-moi, ce début de semaine s'annonce aussi intense qu'émouvant. Entre les battements de cœur partagés entre Barbara et Louis, les doutes grandissants de Nisma face à la mère de Vadim, et la révélation glaçante d'un passé traumatique, l'émotion est à son comble. Mais ce n'est pas tout, Samuel et Idriss, plus déterminés que jamais, obtiennent enfin la réouverture de l'enquête sur Alix Menton. Et un indice troublant, venu tout droit du milieu hospitalier, pourrait bien faire tomber Charles Carteron une bonne fois pour toutes. Des larmes, des vérités, de la tension et un pas de plus vers la justice, installez-vous confortablement. On vous raconte tout dans ce résumé immersif. C'est parti. Barbara étouffait presque de frustration. Elle avait passé la matinée dans les bras de Louis. Et chaque minute auprès de lui donnait l'impression que le monde extérieur pouvait bien attendre. Mais voilà, la réalité revenait toujours frapper à la porte, elle devait se rendre au Mistral. Impérativement. Une part d'elle voulait être raisonnable, l'autre n'avait qu'un seul désir, rester avec lui, encore un peu, juste un peu plus. « Je dois y aller » murmure-t-elle. Presque à contre-cœur, les yeux dans les siens. Mais Louis ne bouge pas. Son regard à lui aussi en dit long. Il n'a pas envie qu'elle parte. Et dans un silence complice, sans mots, une décision s'impose entre eux comme une évidence. On s'en fout du reste. Restons encore ensemble. Un sourire naît sur les lèvres de Barbara. Elle ne résiste pas. Elle ne veut pas résister. Juste aujourd'hui, elle veut laisser parler son cœur. Ils prolongeront ce moment, coûte que coûte. Un peu plus tard, c'est Zoé qui, le cœur léger, raconte à sa mère ce qu'elle a vu. « Tu sais, maman, ça me fait trop plaisir de voir Louis et Barbara comme ça. Ils sont beaux ensemble, on dirait qu'ils s'apaisent mutuellement. » Dans ses yeux, une lueur d'espoir. Ce n'est pas qu'une simple observation, c'est un souhait profond. Et si ça pouvait convaincre Robbie de venir s'installer ici? Tu imagines? Ce serait génial. On serait enfin tous ensemble. Ariane l'écoute, touchée, mais silencieuse. Elle sait combien sa fille rêve d'un cocon, d'un équilibre. Et peut-être que cette histoire naissante entre Barbara et Louis pourrait être le point de départ de quelque chose de plus grand pour toute la famille. Barbara avait encore le goût du matin sur la peau. Les rires, les regards, les baisers échangés avec Louis, tout résonnait en elle comme un écho tendre. Elle se sentait vivante, amoureuse, presque insouciante. Et ça se voyait. Elle rayonnait. Thomas l'avait bien remarqué. Depuis quelques jours, il retrouvait en elle cette lumière qu'il n'avait plus vue depuis longtemps. « Ça fait du bien de te voir comme ça, Barbara. Tu respires le bonheur. » Elle avait souri, presque gênée, mais incapable de cacher ce qu'elle ressentait. Pourtant, malgré ce bonheur, une frustration persistait. Barbara n'en parlait pas à voix haute, mais elle y pensait sans arrêt. Elle aurait voulu plus. Juste une soirée entière, une nuit complète avec lui. Rien qu'une. Mais elle savait que c'était impossible. Le bracelet électronique de Louis les enfermait dans un amour à durée limitée. Dès la tombée de la nuit, les aiguilles de l'horloge devenaient leurs ennemis. Elle soupirait en silence, en se disant « On s'aime, mais on ne peut pas s'aimer librement. » Dans un tout autre coin de Marseille, Nisma révisait avec concentration aux côtés d'Apolline. Les deux étudiantes se préparaient pour un examen important, feuilles éparpillées, stylo en main, silence tendu. Mais soudain, le téléphone de Nisma vibra. Elle jeta un œil à l'écran. Florence. La mère de Vadim. Elle hésita. Puis décrocha. Allô? La voix de Florence était affolée. Nisma? Je t'en prie, j'ai une fuite de gaz chez moi, je suis seule, je sais pas quoi faire. Nisma se leva d'un bond. Elle ne réfléchit même pas. J'arrive tout de suite. Apolline tenta de la retenir. Nisma, attends, le contrôle. Mais c'était trop tard.
Nisma avait déjà attrapé son sac. Elle ne pouvait pas laisser une femme en détresse. Pas quand il s'agissait de la mère de Vadim. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il n'y avait aucune fuite de gaz. Rien, sinon un piège tendu avec précision. Florence l'avait appelé pour une toute autre raison. Une vérité cachée. Une manigance soigneusement préparée. Et à peine la porte de l'appartement franchie, Nisma allait comprendre que rien, absolument rien, n'était ce qu'il semblait être. L'après-midi touche à sa fin, mais dans l'esprit de Nisma, rien ne s'apaise. Depuis sa visite chez Florence, un malaise la ronge. Elle repasse en boucle la scène, l'appel précipité, la panique feinte, puis l'accueil presque trop chaleureux. Quelque chose sonne faux. Elle ne sait plus comment se positionner. Florence l'intrigue. La désarme, parfois même l'oppresse, sans qu'elle puisse vraiment mettre les mots sur ce qu'elle ressent. Alors, en quête de repères? Nisma pousse la porte de la salle des profs et va droit vers Blanche. Elle sait que la professeure a ce recul, cette écoute bienveillante, et surtout cette capacité à poser les bonnes questions. Blanche, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? C'est, à propos de la mère de Vadim. Blanche l'écoute avec attention. Le ton inquiet de Nisma ne lui échappe pas. Elle lui propose alors un outil auquel elle tient, un petit questionnaire qu'elle utilise parfois pour aider ses élèves à mieux cerner certaines situations. Ce n'est pas un test, Nisma. Juste un guide. Des questions pour mieux comprendre qui est cette femme, ce qu'elle te fait ressentir, et comment tu pourrais poser des limites. Nisma prend les feuilles. Regarde les premières lignes. Des questions simples en apparence, mais qui remuent déjà beaucoup de choses en elle. Est-ce qu'elle vous met mal à l'aise? Avez-vous l'impression qu'elle vous manipule? Ressentez-vous une pression quand vous êtes avec elle? Elle relève les yeux, hésitante. Je sais pas si c'est une bonne idée. Si je vais pas trop loin en faisant ça. Blanche pose doucement sa main sur la sienne. Ce n'est pas aller trop loin, c'est prendre soin de toi. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu t'oublies, Nisma. Devant cette réponse, Nisma hoche la tête lentement. Elle n'est pas encore certaine de ce qu'elle va faire. Mais une chose est sûre. Elle n'est plus seule face à ses doutes. Souhaites-tu que je continue avec la suite de cette intrigue? Blanche, toujours attentive mais lucide. Ne laisse pas Nisma s'engouffrer tête baissée dans une relation déséquilibrée. Après lui avoir confié le questionnaire, elle prend un instant pour poser les choses. Son regard devient plus grave. Son ton légèrement plus ferme. Nisma, la dépression, ce n'est pas une humeur passagère. C'est une maladie. Et ici, au lycée, mais aussi dans la société, on a l'habitude de prendre soin de ces personnes. Il ne faut pas tout porter toute seule. Face à la jeune femme hésitante, Blanche ajoute, plus doucement. Tu devrais en parler à Vadim. C'est son rôle, pas seulement le tien. Mais est-ce qu'il acceptera qu'on aide sa mère? Nisma reste silencieuse. L'idée lui trotte dans la tête depuis un moment déjà. Mais elle n'osait pas la formuler. Peut-être que c'est le moment. Quelques heures plus tard, elle se présente au centre pénitentiaire, le cœur serré. Elle sait que la discussion ne sera pas simple. Mais elle ne veut pas fuir. Dans la salle de visite, Vadim apparaît, l'air un peu surpris de la voir. Son visage s'éclaire à moitié. Mais dès qu'elle parle de Florence, le sourire s'efface. Une association? Hors de question. Ma mère n'est pas folle, elle n'a pas besoin qu'on la flique. Et puis je vais bientôt sortir, je vais m'occuper d'elle moi-même. Le ton est sec. Défensif. Presque agressif. Il ne veut rien entendre. Pour lui, demander de l'aide, c'est un aveu de faiblesse. Et laisser quelqu'un d'autre s'occuper de Florence, c'est comme abandonner son rôle de fils. Nisma baisse un instant les yeux, puis relève la tête avec douceur, mais fermeté. Très bien. Je ne forcerai rien. Mais si tu veux que je continue à passer du temps avec ta mère, à veiller sur elle, alors tu vas devoir m'en dire plus. Dis-moi ce que je ne sais pas, Vadim. Pourquoi elle agit comme ça? Qu'est-ce que tu me caches? Vadim la fixe. Le silence s'installe, lourd. Derrière ses yeux,
On sent l'hésitation, le combat intérieur. Il sait des choses. Et peut-être que le moment est venu de les dévoiler. Face au regard insistant de Nisma, Vadim reste d'abord muré dans un silence lourd, presque étouffant. Il détourne les yeux, serre les poings, comme si les mots qu'elle attend pesaient une tonne. Puis, d'une voix plus rauque que d'habitude, à peine audible, il lâche enfin ce qu'il gardait enfoui depuis trop longtemps. Ma mère, elle a été violée. Le monde s'arrête un instant autour d'eux. Nisma le fixe, bouleversée. Elle comprend maintenant. Tout prend sens. Il poursuit, les yeux embués mais le ton désormais plus clair, comme s'il s'était enfin autorisé à sortir cette douleur. C'était il y a plusieurs années. Après ça, elle a changé. Elle s'est renfermée. Elle n'a jamais voulu consulter, ni porter plainte. Elle a tout gardé en elle. Et moi, j'étais trop jeune. Trop paumée pour comprendre ce qui lui arrivait. Nisma reste silencieuse, submergée par l'émotion, mais profondément touchée par cette confiance. Elle comprend que la dépression de Florence ne vient pas de nulle part, qu'elle est la conséquence d'une blessure profonde, jamais vraiment soignée. Elle a besoin d'aide, Vadim. Pas d'un jugement. Ni de solitude. Souffle-t-elle. De son côté, Samuel est sur une autre ligne de tension. À l'approche de l'opération tant attendue, l'atmosphère est à la fois fébrile et pleine d'espoir. Dans leur appartement, Léa et Jean-Paul, pris dans leur emploi du temps chargé, réalisent soudain qu'ils ont complètement oublié un détail pourtant important, leurs vacances de Pâques sont toujours réservées. On avait prévu de partir, et on n'a rien annulé, dit Léa. Un brin amusé mais aussi un peu dépassé. Tu crois qu'on devrait laisser les enfants partir quand même, propose Jean-Paul, pragmatique. Léa hésite. L'idée de ne pas avoir les enfants auprès d'elle dans les jours précédant son opération la bouscule. Mais en même temps, elle sait que se préparer à cette intervention nécessite du calme, du repos, de la concentration. Peut-être que les laisser partir avec Yolande serait une solution douce, à la fois pour eux, et pour elle. Oui, ça me laisserait un peu d'espace pour me recentrer. Pendant ce temps, Samuel, de son côté, reçoit enfin une information capitale liée à l'opération et à l'enquête en cours. Un élément qu'il attendait depuis des jours. Une pièce manquante du puzzle. Son regard s'assombrit. Ce qu'il vient d'apprendre pourrait bien changer la donne, et remettre en question des certitudes qu'il croyait solides. À cet instant, tout s'accélère. Entre la vérité qui émerge du passé de Florence, le choix délicat de Léa, et la découverte cruciale de Samuel, les prochains jours s'annoncent décisifs. Le jour vient à peine de se lever sur Marseille. Les rues sont encore calmes, presque vides, baignées d'une lumière pâle. Samuel court, seul, dans un parc silencieux, comme pour échapper à ce qui le ronge. Ses pas résonnent sur les allées gravillonnées, réguliers, mais son esprit, lui, est en désordre. Au fil des foulées, son souffle s'alourdit. Pas à cause de l'effort, mais à cause des pensées qui l'envahissent. Le visage de Fanny lui revient, vif, douloureux. Son ex-petite amie, qu'il a tant aimée. Et avec elle, un autre visage refait surface, plus sombre, celui de Charles Carteron. Dans sa tête, Samuel imagine cette conversation qu'il n'a jamais eue. Il revoit Fanny, assise face à lui, et lui dire : « Tu te rends compte de tout ce qu'il m'a fait ? Tout ce qu'on a laissé passer ? » Il voudrait s'excuser. Il voudrait lui dire qu'il aurait dû comprendre, agir plus tôt, protéger. Mais il est trop tard. Les blessures sont anciennes, profondes, et elles pèsent encore lourd sur ses épaules. En rentrant chez lui, son cœur n'est pas plus léger. Il referme la porte dans un silence pesant et s'effondre sur le canapé, le regard vide. L'effort n'a rien apaisé. Le poids de ses pensées reste là, collé à lui comme une ombre. Jennifer, attentive, le sent immédiatement. Elle s'approche, douce mais inquiète. « Samuel, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne vas pas bien, je le vois. Tu peux me parler, tu sais. » Mais Samuel détourne le regard. Il n'a pas la force. Pas maintenant. Trop de choses se bousculent en lui. Je traverse une sale période.
Essaie de me comprendre. Pour l'instant, je ne peux pas t'en parler. C'est trop compliqué. La douleur dans sa voix est palpable. Jennifer ne le presse pas. Elle comprend que parfois, le silence est une forme de protection. Alors, simplement, elle s'assoit à côté de lui. Pose une main sur son bras, et lui murmure. D'accord. Mais je reste là. Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Un geste simple, mais essentiel. Car même dans l'ombre, savoir qu'on n'est pas seul peut tout changer. Au commissariat, l'atmosphère est tendue. Idriss et Samuel se tiennent face à Patrick, le regard ferme mais discret. Ils savent que la marge de manœuvre est étroite, que la moindre erreur pourrait compromettre tout ce qu'ils tentent de révéler. Leur but est clair. Obtenir la réouverture de l'enquête sur Alix Menton. Mais il y a une condition incontournable, ne surtout pas mentionner Charles Carteron. Pas encore. Trop risqué, trop flou. Ils doivent jouer finement. Alors, c'est Fanny qu'ils évoquent. Son histoire. Ses blessures. Ce qu'elle a vécu, et ce qui n'a jamais été élucidé. Ils dressent des parallèles. Tracent des ponts entre deux affaires apparemment distinctes. Samuel parle avec retenue, mais son regard trahit la rage contenue. Idriss complète. Avec cette froide clarté d'un enquêteur qui veut faire tomber les masques. Patrick les écoute, dubitatif au départ, puis peu à peu, son expression change. Quelque chose l'interpelle. Peut-être l'émotion dans la voix de Samuel, peut-être la justesse de leurs arguments. Finalement, il soupire, attrape son téléphone et déclare. Très bien. Je vais appeler le procureur. Quelques heures plus tard, la décision tombe, l'enquête est officiellement rouverte. Le soulagement est discret, mais palpable. Samuel et Idriss s'isolent aussitôt pour faire un point précis sur ce qu'ils ont en main. Les pièces du puzzle commencent à se rassembler. Et puis, un détail les frappe de plein fouet. Ils passent en revue les photos, les rapports, les témoignages. Et là, une évidence surgit, la lingerie portée par Alix Menton au moment des faits est identique à celle que portait Fanny. Même modèle, même dentelle, même couleur. Une coïncidence impossible. C'est un détail intime, troublant, mais surtout révélateur. Tu vois ce que ça veut dire, Idriss, murmure Samuel. Le souffle court. Oui. Elle ne l'a pas choisi. Elle lui a été donnée. Par celui qui l'a agressée. Un frisson glacé parcourt leur corps. Ce genre de signature? Ce contrôle sur l'apparence des victimes, c'est le comportement d'un prédateur organisé. Et cela confirme une chose, le lien entre Alix et Fanny est bien plus profond qu'ils ne l'imaginaient. Et dans l'ombre, une même main semble avoir tout orchestré. Une nouvelle étape commence. Plus sombre. Plus risquée. Mais désormais, ils savent où chercher. La lumière du jour commence à décliner sur Marseille, mais au commissariat, l'agitation ne faiblit pas. Samuel, encore tendu par les découvertes du jour, reçoit un appel qu'il attendait avec impatience. C'est Charlotte, de La Pointe. Sa voix est calme mais directe, comme toujours lorsqu'elle annonce quelque chose de sérieux. J'ai les résultats de l'analyse sur les traces de javel retrouvées dans la chambre d'Alix. Samuel se redresse, immédiatement en alerte. Alors? Charlotte ne laisse aucun suspense. Ce n'est pas de la javel ménagère classique. Il s'agit d'un hypochlorite de sodium concentré, utilisé uniquement dans le milieu médical. Ce type de produit est exclusivement distribué aux établissements de santé. Un silence. Le temps se suspend une fraction de seconde. Plus précisément, aux hôpitaux. Samuel raccroche sans ajouter un mot de plus. Son regard se pose sur Idriss, qui comprend immédiatement que quelque chose vient de basculer. Charlotte confirme. Le nettoyant utilisé dans la chambre d'Alix est un produit réservé aux pros, aux hôpitaux. Et là, Samuel esquisse un sourire amer, chargé d'une détermination glacée. Il serre les dents et lâche. Comme une promesse. C'est bon, Idriss. On va le coincer, notre mec. Il n'a pas besoin de prononcer son nom. Tous deux savent qu'il s'agit du docteur Charles Carteron.
L'homme qu'il traque depuis des semaines. Le même qui se croit intouchable. Le même qui pense avoir effacé toutes ses traces. Mais cette fois, une faille s'est ouverte. Et il compte bien s'y engouffrer. Et voilà, c'est la fin de ce résumé intense et bouleversant de l'épisode 305 de Plus belle la vie sur TF1, diffusé ce lundi 7 avril 2025. Entre l'amour fragile mais passionné de Barbara et Louis, les doutes poignants de Nisma face au lourd secret de Florence, et l'enquête haletante menée par Samuel et Idriss, les émotions se bousculent et les masques commencent à tomber. La découverte d'un produit réservé aux hôpitaux dans la chambre d'Alix change tout, le lien avec Charles Cartron se resserre. Et la vérité est désormais à portée de main. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller pour faire éclater la lumière sur les zones d'ombre du passé? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Croyez-vous que Samuel et Idriss réussiront à faire tomber Charles? Et comment Nisma va-t-elle gérer ce qu'elle vient d'apprendre? Si vous avez aimé ce résumé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive, car la suite promet d'être encore plus explosive. On se retrouve très bientôt pour la suite de Plus belle la vie sur TF1. À très vite.